Vous écoutez Bretagne 5, il est 8h25. Bretagne 5, l'invité de la matinale. Et il est arrivé notre invité de la matinale, Thierry Burlot, président de l'agence de l'eau Loire-Bretagne. Il a bravé les bouchons et les ralentissements pour être avec nous ce matin, et le brouillard même. Bonjour. Bonjour. Alors merci d'être avec nous. On va déborder un petit peu de l'heure habituelle, là je le dis pour nos auditeurs. On va parler de l'eau ce matin, l'eau qui est précieuse, l'eau qu'il faut préserver. L'eau est un enjeu majeur actuellement avec ce dérèglement climatique. Est-ce qu'il y a urgence, Thierry Burlot, à protéger l'eau, à protéger cette ressource si importante? Bien écoutez, je crois que dans ce monde, on ne partage plus grand-chose. Et les biens communs que sont les ressources naturelles sont essentiels à la vie sur Terre. Et je crois qu'aujourd'hui, avec les dérèglements climatiques, évidemment, qu'on le vit, même ici, en Bretagne. Vous avez vu encore les températures de ce week-end. On nous annonce encore plus de 20 degrés aujourd'hui. Oui, on vit ces dérèglements qui ont des impacts considérables sur l'eau, sur la biodiversité, sur nos biens communs finalement. Et l'eau et la biodiversité, c'est quoi? C'est notre santé à tous, c'est notre capacité à vivre ensemble. Et c'est de cela qu'il s'agit aujourd'hui. Et de ne pas préserver les biens communs, mais c'est une erreur fondamentale. Parce qu'aujourd'hui, on s'aperçoit que l'eau est au cœur de toutes nos activités. D'abord de notre santé, je l'ai dit, mais aussi de notre développement économique, de l'aménagement de nos territoires. Et comment bien vivre dans une Bretagne heureuse si l'eau est dégradée, si la biodiversité est en déclin? Ce n'est pas possible. Donc aujourd'hui, la question environnementale, c'est plus une question accessoire, c'est une question essentielle qu'il faut prendre en compte dans l'ensemble de nos politiques publiques. Alors, préserver l'eau, c'est aussi avoir une eau de qualité, une eau potable. Alors, on sait ici, ça fait débat en Bretagne avec l'eau qui n'est pas toujours potable, même les rivières qui ont souvent beaucoup de pesticides. Alors, il ne s'agit pas de faire le procès de qui que ce soit au micro de Bretagne 5, évidemment. Mais est-ce que là, il va y avoir aussi un autre enjeu, l'enjeu de l'eau potable, de celle que l'on peut consommer, de celle finalement qui n'est pas polluée? Écoutez, pendant de nombreuses années, on s'est beaucoup investi en Bretagne sur la question de la qualité de l'eau. Et pour nous, la question de la quantité n'existait pas. On a toujours imaginé et pensé qu'en Bretagne, on avait suffisamment d'eau qui tombait, etc. Mais aujourd'hui, on est rattrapé. Aujourd'hui, en Bretagne, vous imaginez, dans d'autres régions de France. Mais même en Bretagne, aujourd'hui, on est rattrapé par la question de la quantité. Il y a une chose qu'il faut savoir, c'est que moins il y a d'eau, plus c'est difficile d'avoir une eau de qualité. Et aujourd'hui, en Bretagne, par exemple, on s'aperçoit que dans le Finistère, aujourd'hui où il pleut plus qu'en Ille-et-Vilaine, par exemple, la qualité de l'eau est 2 fois meilleure en Finistère qu'en Ille-et-Vilaine. Parce que moins il y a d'eau, plus c'est compliqué. Je vous rappelle qu'aujourd'hui, en Bretagne, 95% des eaux superficielles, donc des eaux de nos rivières, sont touchées par le problème des pesticides. Je vous rappelle que 80% de l'eau qu'on utilise pour l'eau potable, aujourd'hui, provient des rivières. Donc la question de l'eau en Bretagne est essentielle. Et comment imaginer une agriculture dynamique, compétitive, avec, encore une fois, une eau dégradée? Ce n'est pas possible. Donc il va nous falloir plus que jamais concilier développement économique, aménagement du territoire et protection de leurs ressources en eau. La question environnementale, c'est pas un gros mot. La question environnementale, c'est pas que des contraintes. C'est une ambition qu'on doit tous avoir. Parce qu'encore une fois, comment peut-on imaginer bien vivre demain? Qu'est-ce qu'on va laisser à nos générations futures si notre environnement est dégradé? Donc, c'est pas possible. Encore une fois, la Bretagne est une terre d'expérimentation. C'est finalement un concentré de planète, la Bretagne. Et la responsabilité de la qualité de l'eau et de la bonne gestion de l'eau appartient exclusivement aux Bretons et aux Bretonnes. Alors on parle beaucoup de décentralisation, même d'autonomie, le mot a été beaucoup cité ces derniers jours et dans le discours politique et aussi sur les réseaux sociaux, on a pu le voir. Est-ce que une plus grande forme de décentralisation, d'autonomie, lâchons le mot, pourrait permettre justement d'avoir un meilleur aménagement du territoire? Alors on pense à replanter des haies, à réorganiser des zones humides. Justement, est-ce que ça peut avoir un impact positif pour cette préservation de l'eau? S'il y a bien une compétence qui doit être décentralisée, c'est bien la question de l'eau en Bretagne. Parce que la Bretagne, c'est une particularité, c'est que toute l'eau qui tombe en Bretagne, c'est que l'eau en Bretagne se jette en Bretagne. Encore une fois, c'est de notre responsabilité pleine et entière. Moi, ce que je souhaite,
au-delà des mots. Parce que les mots, on les utilise, bon, c'est du courage. Il va nous falloir surtout du courage. C'est pas de l'autonomie, c'est l'autonomie, on l'a. C'est du courage politique d'agir. Et il faut plus que jamais intégrer dans nos politiques publiques la question environnementale. Et c'est là que ça fait mal. C'est là que ça fait mal. Et c'est là qu'on attend les politiques. Préserver les zones humides, reconstituer le bocage, tout ça c'est bien. Tout ça c'est très bien même. Mais ce qu'il faut surtout, c'est que la Bretagne se pose les bonnes questions. Aujourd'hui, on annonce une Bretagne à 4 millions d'habitants. Avec cette attractivité que l'on connaît. Ce n'est pas sans poser de questions, notamment sur la question de l'eau potable. Donc plus que jamais, intégrons dans nos politiques publiques, que ce soit le développement économique, l'aménagement du territoire, la question essentielle de la préservation de nos ressources en eau. Les territoires où il fera bon vivre demain seront les territoires qui ont su préserver leurs ressources naturelles. Alors les territoires, ils sont parfois inégaux, y compris en Bretagne. On le voit lorsqu'il y a des grandes périodes de sécheresse, on en a eu récemment. Dans certains endroits, on a de l'eau, dans les Côtes-d'Armor par exemple. Dans d'autres, on en a un petit peu moins, je pense à l'Ille-et-Vilaine. Il faut aller chercher chez le voisin, parfois pour avoir un petit peu d'eau. Est-ce que ça peut créer des déséquilibres de territoire? Est-ce qu'il va falloir veiller à ça? Évidemment. La question de l'eau est essentielle. Ça pose la question des solidarités entre l'amont, l'aval, la ville, la campagne, le centre-Bretagne, les littoraux. Et vous remarquerez que le château d'eau de la Bretagne, il est où? Il est dans le centre-Bretagne. Pour des usages qui se font soit dans les métropoles, soit sur le littoral, où on a des zones qui sont très attractives et très riches. Se pose la question des solidarités financières. Vous savez que le prix de l'eau le moins cher aujourd'hui en Bretagne, il se situe dans l'agglomération rennaise. Et le secteur le plus en dépendance aujourd'hui par rapport à cette question, c'est Rennes. Donc je pense que la question du prix de l'eau, de la solidarité entre l'amont, l'aval, la ville, la campagne est posée. Et on ne pourra pas demander aux territoires ruraux de préserver sans compensation financière. Donc il faut instaurer des solidarités pour permettre à nos agriculteurs, pour permettre à nos communes d'avoir les moyens de préserver le bocage, de préserver les zones humides et de préserver le développement. Vous savez, il y a eu un dossier qui a fait couler beaucoup d'encre, c'est le dossier Le Duf à Rennes. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, l'installation de cette entreprise posait la question de l'accès à l'eau. Notamment, il lui fallait, je crois, 240 000 m3 d'eau par an pour développer une activité économique, ce dont tout le monde souhaite. Le problème, c'est que cette commune de Liffré qui accueillait cette entreprise ne disposait pas de cette ressource en eau. Et cette ressource en eau, finalement, elle venait des Côtes-d'Armor. Voilà, il fallait la chercher dans les Côtes-d'Armor. Mais il y a moyen de faire plus simple en termes d'aménagement du territoire. Pourquoi ne pas dire à cette entreprise, tout simplement, au lieu de s'installer en Ille-et-Vilaine, de venir s'installer dans les Côtes-d'Armor? C'était beaucoup plus simple. Ça pose aussi une question de politique économique, de choix économiques. On parlait aussi de l'agglomération rennaise tout à l'heure, Thierry Burlot, évidemment très peuplée, cette agglomération rennaise. Est-ce que aussi les futures politiques de l'eau seront guidées par le nombre d'habitants sur les territoires et l'équilibre du nombre d'habitants sur les territoires? Elles devront évidemment tenir compte de cela. Vous savez, on a beaucoup parlé de l'installation de M. Le Duf. Encore une fois, c'est un exemple. Mais l'agglomération rennaise, la métropole rennaise, vient de voter son plan local d'urbanisme. On parle de 110 000 logements supplémentaires. 110 000 logements supplémentaires. Faites un rapide calcul, ça fait au moins 300 000 habitants supplémentaires. Mais avec quelle eau? L'eau qu'on va venir chercher dans les Côtes-d'Armor? C'est pas possible. À un moment donné, il va falloir quand même se poser la question, encore une fois, des solidarités. Et je ne veux pas opposer la ville à la campagne. On a besoin d'une métropole rennaise dynamique, performante, etc. Mais ça pose la question du partage des richesses. Parce que vous avez remarqué que quand vous vous développez, quand vous urbanisez, ben vous êtes riche. Vous développez de la fiscalité, vous avez des aides de l'État. Et je vous fais remarquer que quand vous êtes en campagne, quand vous organisez une préservation de l'environnement, quand vous préservez des zones humides, quand vous préservez du bocage, ben vous n'avez aucune aide spécifique. Et là, ça pose quand même la question du partage. Et on ne pourra pas, d'un côté, encourager fiscalement et économiquement certains territoires,
Et à l'inverse, pénaliser ou ne pas aider des territoires qui feront l'effort de préserver les ressources naturelles. Donc ça pose la question des solidarités, de l'équilibre, du partage. Encore une fois, c'est pas les uns contre les autres, mais prendre la mesure que ceux qui protègent doivent être plus aidés. Un agriculteur qui préserve l'environnement doit être aidé. Se pose la question aussi des usages au quotidien de l'eau. Alors, on a dit qu'il faut limiter un peu les douches, pas être trop longtemps sous sa douche, pour essayer d'économiser un petit peu, peut-être revoir les installations de nos robinets dans nos maisons. Et puis, plus largement, il y a aussi les usages de l'eau lorsqu'on va laver sa voiture. On a nos petites habitudes, nos petites marottes. C'est toujours bien d'avoir une voiture propre. On voit fleurir beaucoup de stations de lavage des voitures. Là aussi, il ne s'agit pas de les montrer du doigt. Mais comment essayer de les rendre plus sobres, ces stations de lavage, par exemple? Est-ce qu'il faut récupérer l'eau, la recycler? Pareil pour les toilettes dans les maisons. Est-ce qu'il faut travailler justement sur un cycle de l'eau réutilisable? Bien sûr, bien sûr. Il faut arrêter de penser que l'eau vient du robinet et qu'elle est inépuisable. Aujourd'hui, même en Bretagne, des risques de coupure d'eau sont potentiellement envisageables. Vous imaginez, en Bretagne. Donc ce qu'il faut surtout, c'est travailler. Alors évidemment, tout ce que vous venez de citer, il faut le faire. La sobriété est une priorité. Les économies sont une priorité. Mais la priorité, pour moi, c'est la préservation du grand cycle de l'eau. Vous savez, nous, on a encore de la chance ici en Bretagne, c'est qu'il va pleuvoir. Et les climatologues nous disent qu'on devrait garder à peu près la même pluviométrie, ce qui est une chance. Par contre, ce que l'on sait, c'est que l'eau, elle coule de plus en plus vite parce qu'on a imperméabilisé, parce qu'on a supprimé les zones humides, parce qu'on a supprimé le bocage. Donc il faut que la Bretagne garde son eau dans les sols. Donc c'est la priorité des priorités, c'est repenser l'aménagement du territoire pour garder notre eau. Il faut que cette pluviométrie, qui est une chance pour la Bretagne, je me rappelle qu'il pleut plus d'1 mètre en moyenne par an en Bretagne, il faut travailler sur ce qu'on appelle la pluie efficace, celle qui s'infiltre dans les sols. Et encore une fois, ça nous amène tous à repenser le grand cycle de l'eau. Et l'eau, il faut que les Bretons et les Bretonnes oublient qu'elle vient du robinet. Cette eau, elle vient d'une rivière, d'une fontaine, d'une source, d'une petite nappe phréatique qu'il nous faut absolument préserver. Alors on a ce grand cycle de l'eau, on a aussi ce changement climatique, on en parlait en commençant, Thierry Burlot. Changement climatique apporte aussi parfois des épisodes assez violents, des orages, des précipitations importantes. On parlait d'aménagement du territoire et d'artificialisation des sols. La grande remise en question finalement de cette artificialisation, je vais y arriver, des sols, avec ces eaux de ruissellement finalement qui sont lavées aujourd'hui et qui s'en vont directement à la mer. Est-ce qu'il va falloir aussi travailler sur cette volonté politique, parce qu'on sait qu'aujourd'hui c'est difficile de faire bouger les choses? Mais bien sûr qu'il va falloir travailler sur ces sujets-là. Moi j'ai été profondément marqué l'année dernière, je ne sais pas si vous vous rappelez, mais en décembre 2022, les 4 départements bretons étaient en arrêté sécheresse. Les 4 départements bretons étaient en arrêté sécheresse en 2022. Et en janvier 2023, le département du Finistère était en arrêté inondation. Ça revient à ce que je disais, c'est-à-dire que quand il pleut aujourd'hui, il pleut parfois de manière très violente, et l'eau, elle part très vite, elle roule. Et plus elle roule, moins elle est efficace. Donc ce qu'il nous faut surtout, c'est préserver cette eau douce. Encore une fois, sur cette planète, on a plus de 97% de l'eau qui est de l'eau salée. L'eau douce, c'est 3% sur la planète. C'est un bien précieux. Donc il faut absolument préserver. Et encore une fois, pour répondre à votre question, l'artificialisation des sols contribue à ce ruissellement, à cet enchaînement. Et il faut repenser notre manière d'urbaniser, repenser notre manière d'utiliser nos sols. Et encore une fois, nos sols, c'est une richesse exceptionnelle qu'il nous faut préserver. Et encore une fois, la qualité de l'eau de nos rivières en Bretagne, finalement, c'est le très bon thermomètre de nos dysfonctionnements ou de nos bons fonctionnements. Et je pense que les Bretons et les Bretonnes, on a une responsabilité très forte. La qualité de l'eau de nos rivières, la bonne gestion de nos fleuves nous appartient totalement.
Alors, il y a aussi l'artificialisation des sols dans nos maisons respectives. Et j'ai vu dans la presse, Thierry Burlot, vous étiez exprimé pour, alors je crois que ça se passe du côté de Rennes, vous allez nous le préciser, pour penser à modifier aussi notre façon de mettre de l'enrobé, par exemple, de l'enrobé du goudron dans nos cours, du béton ou autre, et avoir peut-être des cours plus végétales lorsque l'on a une cour autour d'une maison, par exemple. Mais vous savez, on a tous été à l'école primaire, évidemment, dans nos communes. Et dans nos écoles primaires, historiquement, on avait des tilleuls, d'ailleurs, pour apaiser la cour d'école. Et ce n'était pas goudronné. Voilà. Le goudron est venu plus tard. Et finalement, ça a été une erreur. Ça a été une erreur, puisque, évidemment, quand on goudronne, on imperméabilise. Et donc, quand on imperméabilise, on n'a plus ce lien avec la nature. On a pensé à un moment donné que plus on artificialisait, ben mieux c'était. Ça faisait partie du bien-être des uns et des autres. Mais non, il faut qu'on ait ce retour à la nature. Et le retour à la nature passe par justement remettre du vert dans nos cours d'école, remettre du vert sur nos trottoirs, remettre du vert dans notre vie à tous. La biodiversité, c'est pas un gros mot. Les papillons, les insectes, les oiseaux, ça fait partie de nos biens communs. Et encore une fois, ici, en Bretagne, vous vous rendez compte, dans une région qui a un patrimoine naturel exceptionnel, on a quand même enregistré ces dernières années 40% de disparition d'insectes et d'oiseaux. C'est catastrophique. Donc, encore une fois, ce bien commun, cette biodiversité, qui a apporté tant à la Bretagne, qui a apporté tant à nos économies, y compris l'agriculture, sachons la préserver. Nos remparts, c'est aussi cela. Et encore une fois, je l'ai dit en commençant mon propos, vous savez, sur cette terre, sur cette planète, on ne partage plus grand-chose. Et qu'est-ce qui nous reste d'essentiel et de commun? C'est l'eau, la biodiversité, le climat. Toutes ces questions sont vitales pour tous, quelle que soit notre religion, quelles que soient nos opinions. On a besoin de cela. Et encore une fois, aujourd'hui, sur cette planète, on a des territoires, des régions entières qui disparaissent. Parce que aujourd'hui, face au dérèglement climatique, les températures sont si élevées que ça devient invivable. Vous vous rendez compte où c'est qu'on en est aujourd'hui? Donc, quand on parle du dérèglement climatique, c'était souvent chez les autres. Et aujourd'hui, hier, en Bretagne, il a fait plus de 25 degrés. Vous vous rendez compte? Début octobre. C'est pas normal. Et encore une fois, vous avez dit tout à l'heure, on a vécu. On va vivre. On va vivre. Vous savez que l'été 2022... les prévisionnistes nous disent que ça sera une année sur deux dans 10 ans. Donc c'est une réalité auquel il va falloir faire face. Et dans tous nos comportements, il faut que la priorité de l'action soit d'être réduire nos impacts. Alors, réduire nos impacts et aussi préserver l'eau, ne pas la gaspiller. Est-ce que ça passe aussi, parce qu'on a tous tendance, là il ne s'agit pas non plus de montrer du doigt qui que ce soit, mais à utiliser l'eau, comme vous le disiez, on ouvre le robinet, l'eau coule, voilà, on ne se pose pas de questions. Est-ce qu'il va falloir aussi changer le rapport au prix de l'eau? Est-ce qu'il faut, en un mot, augmenter le prix de l'eau pour prendre conscience que c'est quelque chose de précieux, donc de cher à préserver? De toute façon, malheureusement, je crois que le prix de l'eau va devoir augmenter. Je le regrette, évidemment, puisqu'on est tous attentifs aujourd'hui au pouvoir d'achat des uns et des autres. Mais malheureusement, l'eau, encore une fois, n'est pas chère. Regardez, est-ce que vous imaginez de vivre sans eau? Sans téléphone, on peut déjà difficilement s'imaginer. Mais alors sans eau, c'est pas possible. Donc l'eau au robinet, c'est un luxe. Vous savez, il y a quelques heures, je recevais le maire d'Aléno, originaire du Togo. Et en Afrique, ils connaissent ces questions malheureusement depuis de nombreuses années, et savent ce que c'est de vivre sans eau. Et nous, ici, on a perdu ces notions-là. On a perdu, puisque, encore une fois, il suffisait d'ouvrir le robinet. Mais lorsque vous allez réapprendre aux enfants, dès l'école primaire, d'où vient l'eau, non pas du robinet, non pas du château d'eau, mais d'où elle vient. Vous savez, quelque chose qui me frappe, c'est que quand j'étais petit,
quand on traversait un pont sur une rivière, quand on voyageait, on avait systématiquement le nom de la rivière. C'est vrai. Ou de l'affluent, ça a même disparu. Donc on ne sait même plus dans quel environnement on vit. Et lorsqu'on jette quelque chose, on ne sait même pas où on le jette d'ailleurs. Et sans se poser la question de savoir la conséquence que ça peut résulter. Donc tout ça, il faut qu'on réapprenne les choses très simplement. Et avoir un autre rapport finalement, Thierry Burleau, à l'environnement, à ce qui nous entoure. Oui, tout à fait. Et encore une fois, moi ce que je déplore, c'est que dès qu'on parle de ces questions, on parle de contraintes. On parle... oh, tu nous enquiquines avec tes histoires. Hein. Ben non, c'est pas des histoires. C'est que sans eau, pas de développement économique, pas d'urbanisation, pas de bien vivre, pas de biodiversité, la santé de nos populations menacée. Attendez, c'est une question essentielle. Donc la question environnementale, ça ne doit pas être la dernière roue de la charrette des politiques publiques, c'est la première. Parce que sans environnement, vous n'y arriverez pas. Donc c'est cette prise de conscience qu'il faut qu'on ait collectivement. Et encore une fois, la Bretagne a une chance. Aujourd'hui, on dépend tous d'un bassin versant. On est tous sur une rivière. On est tous en lien avec cela. Et on a utilisé même l'environnement pour opposer les territoires. Je vais vous prendre l'exemple du barrage de la Rance. La Rance, quand vous regardez la Rance, aujourd'hui on a un projet de parc naturel régional, la Rance a été une frontière entre le département des Côtes-d'Armor et le département d'Ille-et-Vilaine. Vous imaginez? On a utilisé le fleuve pour séparer les territoires. Alors qu'un fleuve, ça doit se gérer rive droite, rive gauche, de l'amont vers l'aval. Et on a là des territoires qui ne se parlaient pas. Comment avoir une ambition environnementale si on ne prend pas en compte les limites des bassins versants, des rivières, des réseaux hydrographiques? Et encore une fois, je pense qu'à un moment donné où nos concitoyens se posent beaucoup de questions sur le sens de l'action publique, je crois qu'on peut leur donner l'espoir, ici notamment en Bretagne, d'avoir une vraie ambition collective sur la bonne gestion de nos rivières et de nos fleuves. C'est important. C'est une vraie ambition parce que, encore une fois, ce bien commun est essentiel à la vie. Voilà, jeter des ponts, si j'ose dire, au-dessus des rivières, au-dessus des fleuves en Bretagne. Et il nous reste 2 petites minutes, Thierry Burleau. J'aurais voulu vous entendre aussi sur la spéculation autour de l'eau. Aujourd'hui, il y a une spéculation. Alors ça peut être l'eau qu'on va chercher dans les sources pour la mettre en bouteille. Ça peut être aussi la spéculation justement sur les sources, les captations. Et puis, il y a le stockage de l'eau. Alors là encore, on ne va pas faire de procès à qui que ce soit, mais le stockage de l'eau, est-ce qu'il faut mieux la laisser dans le sol, l'eau? Ou est-ce que l'idée des bassines, qui ont tant défrayé la chronique il y a quelques semaines, l'idée des bassines, c'est finalement une bonne idée? Écoutez, moi j'ai beaucoup travaillé sur le dossier de Sainte-Soline, puisque le comité de bassin a voté une motion le 4 juillet dernier. On est sur un travail de médiation. Je crois qu'il y a 3 ou 4 choses qu'il faut dire. D'abord, ce serait trop simple de dire je suis pour ou contre. C'est pas ce que je vous demandais. Non, mais je préfère le dire. C'est pas. De toute façon, le stockage de l'eau, c'est inévitable. Je vais vous prendre un exemple pour justifier mon propos. Est-ce que vous imaginez que le département des Côtes-d'Armor, par exemple, aurait pu s'en sortir sans le barrage du Gouët, sans le barrage de Guerre-les-Dents, sans le barrage de l'Arguelon, sans le barrage de Carnet-Huel? Donc c'est bien parce qu'on a stocké de l'eau il y a quelques années qu'aujourd'hui, on a une certaine sécurisation de l'alimentation en eau potable. Parce que sinon, je peux vous assurer que les Côtes-Armoricains n'auraient pas eu d'eau. Donc le stockage de l'eau, c'est pas un gros mot. Ça, c'est le premier point. La deuxième chose qu'il faut dire, c'est que ce qui s'est passé à Sainte-Soline et ce qui pose problème, c'est le sentiment d'accaparation de l'eau par la profession agricole. Ça, c'est pas acceptable. L'eau est un bien commun, ça doit faire l'objet d'une gestion publique. Ça, c'est clair, net et précis. Et s'il n'y a pas un partage de l'eau, une vraie discussion sur le partage de l'eau, on n'y arrivera pas. La deuxième chose qu'il faut dire, c'est que si on doit stocker de l'eau, c'est pour quoi faire? Et ça, c'est une vraie question. Et on ne peut pas, et moi je le dis clairement, apporter de l'argent public au stockage de l'eau si en contrepartie on n'assiste pas à une vraie transition agroécologique. C'est-à-dire qu'il nous faut une agriculture avec moins d'intrants, il nous faut une agriculture avec de moins en moins de pesticides, et il faut surtout penser que ce stockage de l'eau ne serve pas, par exemple, à l'arrosage du maïs en plein été. Il faut qu'on
qu'on repense l'aménagement et le développement économique autour de ces stockages de l'eau. Encore une fois, sur Sainte-Soline, moi ce que je constate, c'est que on assiste à une vraie, je ne vais pas utiliser le mot guerre parce que ça serait trop excessif sans doute, mais à une vraie bataille de l'eau. Je pense que moi j'ai rencontré l'ensemble des acteurs, plus de 150 acteurs, avec des collègues pendant plusieurs heures, plusieurs journées. Et ce que j'ai vu, c'est un territoire dévasté, un territoire meurtri, un territoire en souffrance. Vous vous rendez compte, en France, où la question centrale, c'est le partage de l'eau. Donc attention, encore une fois, c'est un sujet majeur. Et si on veut éviter les batailles de l'eau, il faut que l'eau devienne la matrice de nos politiques publiques, encore une fois. Il faut qu'on l'on partage ces éléments. Thierry Burlot, qui est président de l'agence de l'eau Loire-Bretagne, était avec nous ce matin pour nous parler de l'eau précisément, si précieuse à la vie et que l'on va devoir savoir économiser et partager surtout. Merci infiniment Thierry Burlot d'avoir été avec nous ce matin. Je vous souhaite une très belle journée. C'est moi qui vous remercie. Bretagne 5 matin, Stéphane Hamon.